Écoutez, bonjour à tous. Donc, pour ce troisième webinaire innovant de l'année, vous savez on s'attache à aborder des thèmes variés. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de santé et plus précisément des moyens pour protéger son troupeau grâce à la biosécurité. Alors, avec nous pour en parler, donc Emmanuel Garin, docteur vétérinaire, épidémiologiste donc à GDS France et notamment en charge de la production ovine. Bonjour Emmanuel. Bonjour tout le monde. Donc, Bonjour. avant de commencer, une ou deux petites précisions, comme à l'accoutumée. Donc, le webinaire est enregistré, bien sûr, et donc il sera en ligne, notamment sur le 20 et relayé le plus possible. Nous attendons vos questions. Emmanuel attend vraiment vos questions, donc soit sur le chat et je les relayerai. Donc, à la fin de son intervention, ou alors vous levez la main et c'est avec plaisir que je vous donnerai donc la parole. Donc, on commence sans plus attendre. Donc, Emmanuel, vous allez en fait nous expliquer que les mesures de biosécurité, ce sont des mesures qui sont simples et que les éleveurs en appliquent déjà. Oui, bon, donc bonjour tout le monde. Donc vous allez voir. Et donc, il faut bien raisonner protection de son troupeau, hein. La biosécurité, c'est une démarche, hein, une organisation, vous allez voir, qui sert à protéger son troupeau. Donc, on va commencer et je remercie Novin pour l'invitation. Donc, premièrement, je pense que tout le monde connaît cette image. En voilà une autre qui est fréquente. Encore une autre, là, c'est pour illustrer des systèmes de double clôture, par exemple, pour éviter que les animaux de troupeaux différents puissent rentrer en contact. Ça, c'est la gestion de vos produits vétérinaires, que ce soit les médicaments ou les aiguilles, etc. Ça, c'est un lave-botte et un point d'eau. Ça, c'est un lieu pour se changer avant de rentrer dans un élevage. Là, vous avez une salle de traite qui est très, très, très propre. Et là, vous avez une fumière avec un fil électrique qui était à peu près à 5 mètres de la filière quand on l'a mis. euh, pour que les animaux qui sortent passent un peu plus loin que la fumière. Eh bien, grande découverte. Voilà, ça, c'est des mesures de sécurité. Pourquoi j'approche ça comme ça? Parce que au quotidien, tous les éleveurs appliquent déjà des mesures de biosécurité sans savoir qu'on appelle ça la biosécurité, hein, c'est-à-dire la sécurité biologique, c'est-à-dire la protection des troupeaux et des animaux contre le risque biologique, donc les maladies en l'occurrence. Et vous allez voir que ce on appelle la biosécurité, ça se veut une organisation, une façon de faire avec des mesures qui sont généralement très simples pour permettre de limiter ce risque lié au risque biologique, donc l'introduction ou la diffusion de maladies. Pourquoi on parle d'approche de biosécurité ou de protéger son troupeau? Mais comme vous le savez, des animaux qui sont en bonne santé et qui se portent bien, euh, ils peuvent être impactés par les maladies. Donc, moins ils seront malades, mieux ils se porteront. Ça, j'allais dire, c'est assez simple, etc. Pareil pour l'éleveur. Donc, déjà, l'éleveur, il a le stress de gérer des animaux malades. Et puis, il y a du temps à passer, plus des dépenses pour les soigner. Et donc, des animaux en bonne santé produisent mieux. Donc, vous avez moins de pertes d'animaux, surtout les animaux sensibles ou en phase sensible, hein, c'est-à-dire les jeunes, ou pendant les périodes de mise bas, pour citer des périodes très sensibles. Et donc, vous allez avoir une croissance ou une production de lait qui pourrait être améliorée, vu que les animaux ne seront pas affaiblis par des maladies. Surtout qu'il y a des maladies que l'on voit, il y a d'autres maladies que l'on voit moins. Et généralement, les maladies que l'on voit moins, ça s'appelle les infections subcliniques, dessous le clinique, c'est-à-dire dessous les symptômes, peuvent avoir des impacts en termes de production bien plus forts, parce que justement, on les observe plus difficilement. Il faut savoir aussi que certaines maladies ont un diagnostic et ou un traitement qui peuvent être complexes et coûteux. On peut prendre l'exemple de la galovine. Le diagnostic peut être complexe, par exemple. Coûteux, ben, quand vous avez des traitements, si vous devez traiter des dizaines ou des centaines d'animaux, ça a tout de suite un coût. Alors, on a parlé du temps, mais là, c'est un coût aussi en termes de médicaments. Comme vous le savez, l'usage répété de certains types de médicaments, alors là, on parle de certains antibiotiques ou antiparasitaires, vont favoriser l'apparition de résistance. C'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Maintenant, on parle même certains évoquent un terme un peu plus long, je ne vais pas dire barbare, mais antiparasitorésistance. En fait, c'est quoi? Bah, comme tout organisme biologique,
quand vous avez une action dessus, donc là, avec les antibiotiques, je rappelle juste que ça s'utilise sur les bactéries uniquement, et les antiparasitaires, ça peut être pour les parasites externes ou internes. Eh ben, le but, c'est de réduire la population donc des bactéries ou des parasites, voire de tous les tuer. Eh ben, la biologie, la nature étant bien faite, certains ne sont pas sensibles aux produits que vous allez leur donner. Si le dosage n'est pas suffisamment fort ou pas suffisamment, enfin fort, pas fort, adapté tant dans la posologie que la durée, on va favoriser 0,1% des populations qui, elles, ne réagiront pas aux médicaments. Et donc, on va tuer toutes celles qui sont sensibles et donc vont se maintenir en vie et se reproduire, les bactéries ou les parasites qui, eux, ne sont pas sensibles. Et c'est comme ça qu'on crée des résistances et c'est déjà très documenté, aussi bien sur l'antibiotique que les antiparasitaires, dans toutes les espèces animales, l'homme y compris, où vous avez des populations de bactéries ou de parasites qui ne sont plus résistantes. Et certaines sont même dites multirésistantes, c'est-à-dire qu'elles sont résistantes ou à plusieurs antibiotiques pour les bactéries ou à plusieurs antiparasitaires. Vous touchez du doigt les éleveurs, et même vous, les acteurs de terrain, je sais qu'il y a beaucoup de GDS, bonjour à tous, et bonjour aux éleveurs également, les aléas climatiques, et depuis quelques années, se sont renforcés les aléas géopolitiques. C'est quoi les aléas géopolitiques? Ben, c'est par exemple la guerre en Ukraine ou la guerre en Iran. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre ça et la santé? Ben, ça impacte l'accès aux ressources naturelles ou à des produits qui permettent de déplacer ces ressources naturelles ou qui permettent de déplacer par le commerce, je pense notamment au pétrole, les médicaments. Et donc, ça aggrave encore plus l'impact puisque vous avez peut-être, dans certains cas, moins de médicaments ou alors leurs coûts vont pouvoir augmenter. Sans parler de l'aléa climatique, avec la valorisation fourragère notamment qui peut être différente. Donc, si il est plus compliqué d'avoir une alimentation de qualité et de nourrir de façon de qualité des animaux, euh, ça va impacter leur santé dans ce sens-là. Mais des animaux qui ont été aussi nourris et qui vont être malades vont plus consommer que ce qu'ils devraient et donc auront un rendement moins important. Vous connaissez là tous l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Alors là, les estimations faites, c'est issu de généralités, c'est un consensus, on va dire, en particulier pour les maladies qui peuvent être gérées par de la vaccination. Et on considère, alors après, c'est des éléments, j'allais dire, généraux, on considère que 1 euro investi en prévention permet d'en épargner 5 en curatif. C'est un principe, donc la biosécurité, la prévention des maladies, hein, c'est des synonymes, renforcé par la loi de santé animale européenne. Ça part d'un bon sentiment de dire comment on peut collectivement améliorer la protection de nos troupeaux pour que les animaux soient moins malades et qu'il y ait moins de conséquences, aussi bien en termes de santé qu'en termes économiques. Et après, n'oubliez pas, on le voit depuis plusieurs années, ça s'est amplifié, accéléré, on va dire depuis 1 an et demi, avec des maladies majeures. Là, je parle de maladies ovines, hein, mais pour d'autres espèces, c'est le cas aussi, ce qu'on appelle la clavelée ou la variole ovine, euh, qui est très présente en Grèce depuis plus d'1 an et demi. La peste des petits ruminants, voilà, qui est aussi, on l'a pensé disparue d'Europe et finalement elle continue à circuler plutôt à bas bruit. Et la fièvre afteuse qui est à nouveau réapparue, après être déjà apparue la première moitié de 2025. Et donc tout ça fait toucher du doigt l'importance de la biosécurité dans la gestion de ces maladies-là. Mais ça, c'est le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire c'est quand la foudre tombe que ces maladies-là arrivent sur des zones. Il ne faut pas oublier que le premier intérêt immédiat, direct pour la biosécurité, c'est pour les maladies du quotidien, des boiteries, des problèmes d'avortement, des problèmes respiratoires, on peut en citer d'autres. Et ça, c'est ce qui a un impact direct en termes de santé et bien-être pour vos animaux. Et beaucoup d'éleveurs, euh, c'est de la biologie, hein, puis nos moutons sont dehors également, donc s'interfacent avec un autre milieu, et même plusieurs milieux. Donc c'est normal qu'il y ait des maladies qui circulent. Le but, c'est de réduire leur impact, voire réduire leur arrivée, puisque les maladies du quotidien, c'est celles qui vous impactent le plus, aussi bien en termes de santé qu'en termes économiques. Et donc tout ça porte au fait qu'il vaut, comme on dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, comment on protège ces animaux et qu'est-ce qu'on appelle la biosécurité ou les mesures de biosécurité? Eh bien, en fait, c'est une organisation de son travail. Donc, vous avez vu les photos du départ, plus une organisation de votre travail. Après, on va rentrer dans le détail, bien sûr, mais c'est vraiment les éléments clés et c'est vraiment quelque chose, j'allais dire,
qui se veut pragmatique. Concrètement, c'est quoi? Eh ben, comment on fait pour éviter que... Excusez-moi, hop, pardon, hop, là, pardon. Comment on fait pour que les maladies rentrent dans un élevage, et donc elles peuvent rentrer par l'être humain, ce qui peut porter des maladies sur ses vêtements, sur ses bottes, etc. L'introduction d'animaux, c'est quand même dans la plupart des cas, le risque majeur, c'est de mettre en contact des animaux avec d'autres animaux, notamment lors d'introduction, de la faune sauvage, des nuisibles, des vecteurs, l'alimentation, les transports. Comment on fait pour éviter l'introduction de ces maladies dans son élevage? Comment on fait pour éviter la circulation dans son élevage? Surtout quand on a une gestion de l'eau, ou alors quand certains animaux commencent à être malades, comment on fait pour ralentir ou empêcher la circulation ou la propagation, la diffusion de la maladie aux autres animaux de l'élevage? Et comment on fait pour éviter que les maladies sortent de ces élevages et qu'elles n'aillent contaminer ou ses voisins ou l'environnement, et dans certains cas, l'être humain, ce qu'on appelle les zoonoses, c'est les maladies qui sont transmises des animaux à l'homme, mais il ne faut pas oublier que l'inverse est vrai aussi. L'homme peut aussi transmettre des maladies aux animaux, pas que sur ses vêtements, en tant que porteur, lui aussi. Donc, ou directement par contact ou via l'alimentation. Donc, en fait, la biosécurité va vous permettre de limiter, réduire, idéalement empêcher toutes ces diffusions-là. Donc, concrètement, l'idée, c'est d'organiser, d'appliquer des mesures de gestion. Alors, on a pu appeler des gestes barrières, comme ça, on fait barrières, c'est pour prendre un terme qui parlait plutôt au grand public, hein, et d'agencement physique de l'élevage. Concrètement, la plupart des mesures sont peu coûteuses. C'est plutôt une réorganisation des pratiques et des intervenants. C'est bien, quand on parle d'intervenants, on parle de tout le monde, et c'est une chose à vivre au quotidien. Alors, c'est quoi des mesures peu coûteuses? Vous avez vu le fil sur la photo du départ, le petit fil électrique tout simple qui est posé devant la fumière. Alors, je peux le citer, c'était des essais, enfin, démonstrations qu'on a fait chez Bernard Lacombe, qui est éleveur ovin, enfin, qui vient de prendre sa retraite, président du GDS de l'Aveyron. Et en fait, comme vous le savez, en Lacaune, les brebis sortent plusieurs fois par jour dehors et reviennent dans les bâtiments s'il fait mauvais temps ou pour la traître, etc. Et donc, elle passait trop près de la fumière. Et vous en aviez sur les centaines qui passaient, quelques-unes qui marchaient là où il y avait un peu de fumée. Alors, vous dites, c'est quoi le problème? Là, on prend un risque inutile. S'il y a des petites blessures, d'engendrer des boiteries ou des infections du pied. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un bout de fil électrique, 3 piquets, on l'a mis à 5 mètres devant la fumière. Vous avez répondu au problème. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi on approche ça comme ça? Parce que vous allez voir, c'est vraiment des mesures simples. Les éleveurs en appliquent tous. Ce qu'il faut, c'est raisonner à 360 degrés, puisque des fois, on applique de très bonnes mesures sur certaines choses, on en oublie d'autres. Donc, en fait, c'est comme si on avait réussi à fermer toutes les fenêtres et toutes les portes de la maison, mais qu'il y a un petit Velux qui est ouvert, et là, on prend un risque, et c'est ça qu'il faut avoir en compte. Donc, c'est des mesures déjà appliquées, hein, quand vous faites des dépistages pour des animaux à l'achat, gestion des cadavres, idéalement une quarantaine. Quand vous soignez vos animaux, vous les isolez pour les soigner. Alors déjà pour eux, pour leur bien-être, pour faciliter vos soins, mais ça limite aussi la diffusion. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser l'efficacité de ces pratiques. Et donc, ce qu'on appelle une approche globale pragmatique et opérationnelle, hein, c'est la biosécurité en élevage. Concrètement, il faut prendre en compte des mesures. Excusez-moi, j'ai un problème avec. Hop. Je ne peux pas sortir du. Mesures compatibles avec les pratiques d'élevage. Vous comprendrez que si vous avez un élevage laitier, vous n'avez pas les mêmes risques ou les mêmes besoins ou les mêmes situations, par exemple, qu'un élevage allaitant. Si vous êtes un élevage qui engraisse des agneaux, vous n'allez pas avoir les mêmes risques et les mêmes besoins qu'un élevage de production laitière, par exemple. Ça se voit aussi par rapport à vos typologies d'élevage. Si vous faites des estives, vous n'en faites pas. Si vous avez vos parcours immédiatement à côté de la ferme, s'il faut traverser d'autres endroits pour avoir accès au parcours, au prêt. Proportionné aux risques spécifiques de l'élevage. Alors là, par exemple, comme on vient de le dire, la production laitière a des risques spécifiques, enfin, c'est des besoins spécifiques.
adapté au contexte épidémiologique local. Certaines maladies qui sont présentes sur certains territoires, elles ne sont pas présentes sur d'autres territoires. Voilà, et qui intègrent les enjeux sanitaires. C'est aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le risque d'introduction de nouvelles maladies qui, elles, peuvent être très impactantes. Et donc, la biosécurité, c'est qui l'a fait et quel est j'allais dire, le responsable ou celui qui applique la biosécurité? Eh bien, comme souvent, c'est l'éleveur, puisque c'est lui qui est responsable de la santé des animaux, c'est lui qui les gère, qui s'en occupe, c'est aussi lui qui est la première sentinelle et le premier intervenant. Donc, c'est à lui d'appliquer les mesures sur son troupeau. Et donc, c'est là où il est conseillé de se faire accompagner par ses conseillers, en particulier son GDS ou son vétérinaire, pour voir avec eux comment aborder dans son ensemble ces mesures de biosécurité. Donc l'idée, c'est d'organiser la démarche, et donc pour l'organiser, il faut raisonner l'organisation et la gestion des risques. C'est ce qu'on appelle un plan de biosécurité. En fait, c'est quoi? C'est d'écrire vos démarches, parce que ce qui nous structure, et c'est une très bonne chose, hein, c'est ce qu'on appelle l'habitude. Voilà. On va prendre un exemple tout simple. Des fois, on va d'abord s'occuper des animaux malades, alors qu'il n'y a pas d'urgence pour le faire, et on va s'occuper après des animaux non malades. Là, on prend le risque de diffuser la maladie. S'occuper d'abord des nouveaux animaux qui ont été introduits, qui sont dans un parc à part pour faire une petite quarantaine, et après aller vers son troupeau. Là aussi, on prend le risque de diffuser des maladies. Si on va chez son voisin avec ses bottes et qu'on ne nettoie pas ses bottes, si on se prête du matériel. Donc en fait, il faut raisonner à toutes ces choses. Et le plan de sécurité, c'est pas là juste pour faire un beau bout de papier sur un mur. C'est pour penser et raisonner, structurer tout ce qu'on veut faire. D'autant plus quand on est plusieurs à intervenir sur un élevage, que ce soit avec des associés ou des salariés, puisque chacun peut avoir sa propre logique. Il y en a, il va dire, bah tiens, c'est plus logique que je passe par la droite du bâtiment, l'autre par la gauche, par le milieu, etc. Et des fois, on ne prend pas en compte exactement le même risque, etc. Et c'est bien de se mettre d'accord et d'en discuter. Après, l'idée, ça va être de faire ce qu'on appelle un zonage de l'élevage. Vous allez voir concrètement par la suite. Et le principe de marche en avant. On va me dire, il y a la marche en arrière, mais le principe de marche en avant. Et tout l'enjeu, c'est de définir, les mettre en place et surtout suivre. Parce qu'on peut avoir le plus beau zonage du monde, le plus beau plan de biosécurité du monde. S'il n'est pas suivi ou appliqué, il ne sert pas à grand-chose. Donc, le zonage de l'exploitation, concrètement, qu'est-ce que c'est? Vous allez définir, c'est ce qui est recommandé, 3 types de zones suivant ce qu'on appelle un niveau de risque. C'est quoi le niveau de risque? C'est quel est l'impact du problème dans la zone dans laquelle on est. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la zone d'élevage. C'est quoi une zone d'élevage? C'est là où se trouvent les animaux. Que ce soit en bergerie, en bordure de bergerie, au moment où elles passent sur un chemin. Après, elles n'y sont plus. Donc, quand elles passent, entre guillemets, c'est pour le concept une zone d'élevage. Quand elles n'y sont plus, ça n'en est plus. Un pâturage, etc. Après, vous avez ce qu'on appelle une zone professionnelle. C'est ce qui est grisé ici. C'est ce qui va entourer directement la zone d'élevage, là où sont situés les animaux. Et c'est là où on va voir notre alimentation, le stockage du fumier, du matériel, etc. Donc vous comprenez que ce n'est pas le même gradient de risque entre une zone où vous avez directement les animaux et une zone qui est en bordure, qui entoure cette zone. Et après, vous avez une zone qui est appelée zone publique. Alors on a repris des termes qui étaient déjà existants dans d'autres filières. C'est quoi une zone publique? C'est une zone qui ne concerne pas les deux premières. Donc c'est là où vous allez avoir l'habitation. C'est là où on met par exemple son parking, c'est là où on gère des accès, etc. Et là, tout le monde est libre de circuler comme il veut, puisqu'il n'est ni en interface directe avec les animaux dans la zone d'élevage, ni en interface indirecte avec les animaux dans la zone professionnelle. Donc, je voulais lancer ça. Pardon. Hop là. C'est quoi le principe de la marche en avant? C'est de se déplacer, de travailler en ayant réfléchi à une organisation par étapes pour aller, on va dire, du plus propre au moins propre. C'est quoi le plus propre au moins propre? C'est d'un point de vue sanitaire. Donc, on va circuler ou se déplacer ou commencer à faire ses activités par le secteur qui est le moins à risque pour aller vers celui qui est le plus à risque en termes de contamination. L'exemple classique, c'est, sauf s'il y a des urgences, bien sûr. Après, il faut adapter. Ce n'est pas quelque chose de figé. Si vous avez des animaux qui nécessitent urgemment des soins tous les matins, vous allez commencer par eux. Mais il faudra peut-être penser à
à mieux se laver les mains, à plus gérer ses bottes quand on retournera au troupeau qui est sain. Et idéalement, on gère par les animaux les plus sains d'abord, ou les plus fragiles, par exemple par les agneaux, avant de passer au troupeau et avant de passer aux animaux malades. C'est ça ce qu'on appelle le principe de marche en avant. Et le but, c'est pas de retourner en arrière, puisque si on retourne en arrière, ben, quand vous faites du plus propre au plus sale, si vous me permettez l'expression, quand on revient en arrière, ben, on risque de salir le propre. Concrètement, comment on fait? Eh ben, on identifie ses points forts et après, on ajuste les points d'amélioration. Donc, il y a des outils très concrets qui ont été faits en partenariat avec les partenaires du sanitaire hein, qui participent à la commission sous l'égide, ça s'est fait de la commission ovine de GDS France. Donc, il y a notamment une grille d'auto-évaluation qui est accessible en format papier, qui est accessible directement sur le site internet de GDS France ou de certains cas de vos GDS. Vos GDS peuvent aussi, des fois les vétérinaires aussi, vous accompagner pour les faire. Ça vous permet déjà d'avoir une première idée. C'est pas un audit hein, en filière porcine, il y a ce qu'on appelle des audits. Nous, on va tendre vers un audit, mais là, c'est une première prise en compte de ce qu'on fait pour identifier ses points forts et ses points d'amélioration. Après, il y a des éléments qui sont une plaquette de 4 pages pour l'essentiel de la biosécurité en élevage. Après, vous avez un guide des bonnes pratiques de biosécurité en élevage. Alors ça, c'est un document qui est plus détaillé, plus complet que la plaquette. Donc on va dire que la plaquette, c'était plutôt destiné aux éleveurs quand on l'a fait. C'était voilà, un document court, hein, 4 pages, etc. Le guide qui fait plusieurs pages, lui, est plutôt destiné. Alors les éleveurs, bien entendu, hein, c'est tout public ça sur les sites internet. Ça avait également été diffusé par Innovin. Euh, le guide pratique, un éleveur de bonne pratique, un éleveur, il y a tout à fait accès, mais c'est plus, on va dire, pour les conseillers type GDS ou vétérinaire. C'est aussi important que d'autres intervenants en élevage, ça peut être l'inséminateur, ça peut être le contrôle laitier, etc., aient connaissance de ces mesures-là, puisque eux se déplacent d'élevage en élevage et donc peuvent, sans le savoir, déplacer des maladies et peut-être même encore plus pour un acteur particulier qui est le vétérinaire, parce que lui, sauf dans certains cas, mais généralement quand il se déplace, je mets de côté les prophylaxies ou les situations particulières, il se déplace pour aller soigner des animaux. Donc s'il se déplace, c'est qu'il y a eu un problème d'ordre sanitaire, souvent infectieux, pas toujours, mais souvent. Et donc voilà, donc c'est des intervenants en élevage. Le tondeur aussi peut diffuser des maladies, notamment des maladies de la peau. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Et après, on a défini, on est encore en train de le faire, ce qu'on appelle des fiches pratiques pour donner des éléments plus concrets de gestion. Les fiches pratiques de biosécurité, généralement, c'est multi-espèces, ruminants. Bah, pourquoi? Parce que l'approche, il y a des spécificités liées à l'espèce, dans certains cas des maladies, mais l'approche est généralement la même quand on parle de quarantaine, par exemple, pour citer cet exemple-là. Et donc, la biosécurité, donc vous voyez que ça concerne bien toutes les filières. Quand on a une approche biosécurité globale au sens multifilière, et l'homme aussi, on peut même considérer que ça rentre dans ce qu'on appelle une démarche de une seule santé. Et donc l'objectif, c'est d'améliorer la santé et le bien-être des animaux et des éleveurs. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Merci. Donc Emmanuel vous a volontairement fait une présentation relativement courte pour laisser place à vos questions, à vos commentaires. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous voulez faire part de votre expérience sur un point particulier? Est-ce que vous avez des questions? Ce qui me semble important, c'est que, bon, ce que vous avez dit, hein, la biosécurité, ça a d'abord un impact sur les maladies du quotidien, quoi, hein. Donc, Voilà. Mais vos questions sont aussi utiles pour vous, mais elles sont aussi très utiles pour nous, pour savoir comment vous comprenez les choses qui vous semblent pas applicables et avoir vos retours d'expérience. Et j'ai oublié de préciser une chose très importante, c'est qu'il va y avoir autant de biosécurité qu'il y a d'élevage en France. C'est-à-dire que c'est à vous de les définir suivant vos situations, la topographie, la production, suivant vos envies. Parce qu'il y a des choses, des fois, on peut dire, tiens, je fais par la droite, un autre va dire, je préfère le faire d'abord, après, etc. C'est vraiment quelque chose de souple et d'adaptable. Le but, c'est de raisonner à 360 degrés sur la protection de son troupeau. allez-y, n'hésitez pas à lever la main. Je vous en prie, vraiment. Oui, allez-y, Julien. Oui, bonjour. Alors moi j'ai une petite question, c'est parce que ça fait un petit moment où quand je vois effectivement on parlait du vétérinaire qui vient à l'élevage, je me disais toujours, ou même le tondeur, ce sont des personnes qui effectivement sont allées avant ailleurs. Et donc, bon, on n'aime pas froisser les gens, mais des fois on les voit arriver, on se dit tiens, est-ce que réellement ils ont désinfecté leur peigne? Est-ce qu'ils ont désinfecté leur matériel? Est-ce que il a désinfecté ses bottes ou sa côte de travail avant de venir?
je voulais savoir si nous, enfin voilà, on pourrait très bien dire, comment dirais-je, on est dans l'obligation d'imposer à ces gens-là de désinfecter leur matériel avant, mais bon, c'est jamais très évident. Comment on peut amener le sujet quand les personnes arrivent chez nous en disant, Alors, bon, on ne veut pas se fâcher, mais bon. Alors, la question est une bonne question qui s'est déjà observée. J'allais dire, même, on va aller au-delà. Donc, vous parlez de l'intervenant, alors, tondeur, mais c'est pareil sur d'autres types d'intervenants. Alors, tondeur, il a une action directe sur les animaux. C'est peut-être pas pareil qu'un contrôle laitier qui ne les touche pas, pour nuancer un petit peu. Le vétérinaire, je vais aller au-delà, les services vétérinaires aussi. Vous êtes légitime, l'éleveur est légitime d'imposer les mesures pour rentrer chez lui, à qui que ce soit. Ça pourrait être le président de la République ou le préfet, c'est pareil. Euh, c'est un document qu'on envisage de faire avec les logos de toutes les structures, puisque la SNGTV avec qui on travaille, hein, j'ai cité, on pense peut-être aux structures agricoles, mais il y a aussi la SNGTV. Donc, pour rappel, la SNGTV, c'est les groupements techniques vétérinaires, hein, c'est pas le syndicat. Hein. Donc, on fait tous ces documents avec eux, on en discute, on en débat et on approche ensemble, qui nous amène une expertise. Ils ont aussi la même position et on en a même discuté avec les services de l'État. Bah, l'éleveur, on lui demande de mieux se protéger pour lui-même et pour le collectif, donc il est légitime à imposer ces mesures-là. Donc après, il faut changer les mentalités, ça passe par les formations. Alors on parle des lycées agricoles, mais ça parle aussi dans les formations dans les écoles vétérinaires, ce qui est en cours, etc. Puisque c'est vrai que des fois on est habitué à ce que les intervenants n'aient pas tous un bon, voire c'était des fois souvent absent, niveau de biosécurité. Après, il faut aussi que l'éleveur puisse proposer ça aux vétérinaires. Moi, j'ai souvenir dans une autre vie quand j'exerçais, c'était compliqué d'avoir un seau d'eau et une brosse pour que je puisse me laver les bottes avant de partir de l'élevage, par exemple. Mais du coup, vous êtes bien légitime à proposer ça et ça va demander du temps dans les changements, comment dire, d'approche, au moins dans les filières ruminants, puisque c'est déjà des choses actées. Je vais vous dire qu'il y a des filières, vous prenez le porc, le plus simple, c'est qu'ils ont un jeu de bottes. Alors, ça s'y prête pas pour tout. Vous allez me dire, je vais pas avoir un jeu de bottes ici, et puis à mon estif qui a 20 km, et puis ailleurs. Et puis... D'accord, mais c'est pour donner des idées. Ils ont un jeu de bottes, vous prenez les bottes. Moi, j'ai souvenir en élevage de porc, des fois, je me changeais, on prenait les vêtements. Alors, c'était pas une blouse, hein, mais c'était un vieux jean, un vieux jogging, etc. Plusieurs tailles, et vous prenez les vêtements qui sont dans le microbisme local. Et justement, Emmanuel, Pauline, je vais vous laisser la parole avant, pour tout ce qui est désinfection des bottes, etc. Vous citiez le seau avec la brosse et la javel ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est la meilleure solution pour vous? Alors, déjà, comme pour toute désinfection, une désinfection sur du sale, ça désinfecte pas. Donc déjà, il faut nettoyer. Ça, c'est vrai. Alors, généralement, les éleveurs laitiers ont très bien conscience pour leur salle de traite. Mais c'est vrai pour les cases où il y a les animaux. Alors, les cases où les animaux, ça se discute, puisqu'après, vous avez l'équilibre du microbisme. Je parle d'un microbisme sain. Vous savez, c'est comme nous dans l'intestin, on a les bonnes bactéries et les mauvaises. Je parle dans une situation saine. Vous avez l'histoire de température. Là, c'est plus des compétences, notamment d'IDEL. Il ne faut pas curer tous les 5 matins, parce qu'on va déstabiliser le microbisme qui s'équilibre. Je parle bien des vêtements ou des bottes. Donc, idéalement, c'est des vêtements à usage unique. Surtout quand on a un contact direct avec les animaux. Alors, je parle pour les intervenants extérieurs. L'éleveur, on va considérer, sauf s'il va chez le voisin, sauf s'il donne un coup de main chez le voisin ou qu'il intervient ailleurs. Mais dans un cas simple, c'est ça. Et après, pour les bottes, bah, c'est un cure-botte. Alors, moi, j'avais j'ai mangé le nom, mais vous savez, les petits crochets pour curer les pieds de chevaux, pour bien enlever, etc. Surtout quand vous avez des bottes qui peuvent être un peu épaisses pour protéger le pied. Et après, un seau d'eau avec une brosse, déjà là, pour bien enlever le sale. Déjà là, vous diminuez la charge. Et après, des fois avec de la javel, après il y a d'autres produits. Moi j'en avais un dans la voiture, j'ai plus les noms, j'ai pas de nom à vous donner comme ça, mais là vous pouvez voir avec votre vétérinaire, voir avec d'autres intervenants qui ont des fois c'est des choses qui se trouvent hein, chez plusieurs intervenants qui vendent ce type de choses. Mais c'est bien lavé et bien nettoyé. Et bien sûr, avant de partir. Avant de partir. L'histoire des pneus. Alors les pneus, ça se discute parce que l'ANSES l'a montré, il y a eu des études poussées sur des maladies très résistantes, hein, la PPA, donc la peste porcine africaine chez les porcs, qui disait qu'au bout d'un moment, mais c'est le bout d'un moment, le pneu qui roule sur la route, il y a l'échauffement, il n'y a pas de risque de diffusion. C'est sûr que si vous avez la voiture et que vous faites 20 mètres pour entrer dans l'autre élevage, là, vous n'avez pas eu l'effet de roulement. C'est pour ça qu'on va conseiller, et vous voyez, ce n'est pas des injections, il faut pas. On va conseiller de ne pas rentrer avec la voiture dans le pré. Alors, tu vas me dire, tu es gentil, des fois, ça m'est arrivé, il faut faire plusieurs kilomètres, donc vous rentrez avec la voiture. Eh bien, très bien, mais essayons d'adapter, et voilà, il faut un peu de souplesse, mais prendre en compte ces éléments-là. Après, la règle de base,
c'est l'aiguille à usage unique. Maintenant, le coût des aiguilles, la facilité d'accès. Alors, les vieux vétos, moi j'ai souvenir, je faisais des stages, il y avait encore les vieilles aiguilles que vous désinfectiez, etc., etc., etc. Non, maintenant, il faut des produits à usage unique. Au moins, vous limitez tous ces risques-là. On a démontré, alors j'ai des exemples notamment en bovin, où des maladies ont pu être diffusées juste parce qu'on n'avait pas changé l'aiguille entre les prises de sang. Et ça, c'est documenté. Alors que pendant longtemps, on dit, oh, on prend une micro-goutte, il reste pas longtemps, j'ai rincé la seringue, l'aiguille, etc. Non, il y a pour certaines maladies, c'est suffisant pour transmettre, les transmettre. Donc, j'allais dire bien nettoyer et après désinfecter. Alors, se pose la question du pédiluve. J'ai un collègue d'un GDS, je vais me permettre, le mot est peut-être un petit peu grossier, mais il dit souvent que lui, le pédiluve, il en est revenu parce qu'il appelle souvent des fois le merdiluve. C'est-à-dire que si le pédiluve, il n'est pas fréquemment nettoyé et la solution changée à son tour, du coup, il vous sert à rien. Et même pire, ça devient un petit microcosme pour des bactéries, ou, enfin, notamment, mais pour les microbes, on va dire. Très bien. Pauline, à vous. Oui, bonjour Pauline. Donc, je travaille au GDS du Maine-et-Loire. J'avais une question un petit peu plus globale. Je voulais savoir si il y avait un support ou quelque chose où on pourrait former justement. On fait aujourd'hui des formations biosécurité en bovin, en caprin, et je voulais savoir s'il y avait peut-être même des gens enfin voilà, dans les participants qui avaient déjà fait ce type de formation avec la maladie de la à destination d'éleveurs ovins. Bah, c'est ça, là, il aurait fallu les trouver. Allez-y, Pauline, j'ai désactivé l'autre micro. Je vous en prie. Oui, non, c'était juste savoir si dans les participants ou même vous, vous aviez des supports pour faire des formations biosécurité aux éleveurs ovins, comme Alors, on peut en proposer aujourd'hui dans il y d'autres a- espèces. Il y a des supports d'ordre généraux. Alors là, je vais m'adresser à notre réseau, donc GDS, hein, parce que bon, GDS France, pour ceux qui ne sauraient pas, et la Fédération nationale des GDS, hein, locaux et régionaux. En fait, on a déjà plein de supports de formation qui remettent en avant les différents documents que j'ai cités, notamment ce qu'on appelle pas le guide pratique, Il y a la la grille plaquette. Voilà la plaquette. d'auto-évaluation, les Après, plaquettes, mais vous avez une démarche plus poussée en bovin, parce qu'en bovin, notamment pour des histoires de tuberculose, l'État a financé et on a pu avoir un travail plus poussé, notamment avec des vidéos et une approche plus complète, puisqu'il y a une formation qui est devenue obligatoire. En ovin, on a des supports et généralement, les GDS, on en a encore parlé la semaine dernière à notre commission ovine à GDS France, nous expliquer que certains commencent à mettre en place des formations dédiées à la biosécurité, donc sur une journée, ce qui est une longue formation, mais qu'en général, les éleveurs sont pas encore prêts à avoir tout ce temps-là. Et généralement, la biosécurité est intégrée dans d'autres mesures. Quand vous parlez l'éleveur infirmier, quand on parle de formation, gestion des avortements, gestion des boiteries, etc., etc. Et nous, on est en train de voir pour le réseau des GDS, pour mettre à jour, alors ça existe déjà, mais pour mettre à jour une formation qui sera en lien avec la biosécurité, mais qui est la formation éleveur infirmier. d'accord. Donc là, c'est des réflexions qui sont en cours au niveau de GDS France, puisque c'est des choses qu'on a fait pour d'autres espèces. Donc voilà. Mais une formation dédiée 7 heures, c'est-à-dire avec un cahier des charges type Vivea, etc., ça n'existe pas encore en ovin, parce qu'on est plus dans la phase de première approche, de sensibiliser les gens à aller vers de la biosécurité et, j'allais dire, casser un mythe, parce que quand on aborde la biosécurité, souvent le terme ne parle pas. Moi, j'ai eu des retours, on me dit, mais je ne suis pas concerné, je ne suis pas un éleveur bio. Alors, le premier qui m'a dit ça, j'ai dit, bon, mais quand vous avez plusieurs éleveurs de plein de départements, plusieurs départements qui vous disent ça, vous dites, c'est pas eux qui se trompent, c'est que le mot n'est pas adapté et c'est qu'on n'arrive pas suffisamment à diffuser la chose. C'est pour ça qu'on parle bien de protéger son troupeau, ça parle à tout le monde, et on reprend le terme. Je pense qu'à terme, il faudra encore un petit peu de temps, on tendra vers ce qui se fait en volaille ou en porc, un audit. Alors, c'est quoi la différence entre la grille d'auto-évaluation et l'audit? La grille d'auto-évaluation, c'est-à-dire que moi, éleveur, seul, ou accompagné d'un vétérinaire, d'un GDS notamment, je vais évaluer, grâce à des questions assez courtes et simples, plusieurs points critiques qui vont être la biosécurité. Comment je gère mes intros, comment je gère mon lieu où l'équarrissage doit passer, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est des questions qui sont assez générales et qui vous permettent de prendre en compte. Un audit, c'est des questions fermées, réponse oui, non, peut-être, mais très cadrées, pondérées, pour savoir comment on se positionne de façon très précise, mesure par mesure. Ça, on a en porc et en volaille, mais c'est plus facile parce que c'est des filières, on va dire, plus intégrées ou plus organisées que les filières ruminants.
La plupart sont en bâtiment, pas tous, hein, on a aussi des éleveurs plein air, et tant mieux, hein, mais en termes de volume, bâtiment, c'est plus facile aussi de gérer des bâtiments. Et c'est des concepts qui sont plus intégrés. Donc en ruminant, on va y venir, mais on a voulu justement avec l'expérience volaille et porc y aller par la base, c'est-à-dire au fur et à mesure, plutôt que d'emblée sortir une formation, un audit, puisqu'on a vu qu'en porc, ça avait été plus difficile d'appliquer ça comme ça. Alors, ça a été réglementé pour des risques sanitaires majeurs, mais plutôt pour que l'éleveur prenne conscience, en fait, il le fait. Il faut démystifier cette biosécurité, parce qu'en fait, tout le monde en fait. Mais des fois, on va être très bon sur certaines mesures. Des fois, moi, j'ai eu des choses vraiment exceptionnelles, hein, puis des choses à 2 francs 6 sous, comme on dit, hein. L'éleveur avait mis une chaîne, il faisait passer les animaux plutôt là, plutôt que là, etc. Des choses vraiment très simples. Et à l'inverse, on en oublie d'autres. Et en fait, en oubliant certaines parties, on met à risque tout l'investissement qu'on a fait par ailleurs. D'accord. Et est-ce que peut-être Marie, qui a mis un commentaire dans la conversation, pourrait juste expliquer un petit peu? Elle a dit que dans le GDS 10, il y avait une présentation et de ce qui avait été fait, peut-être échanger sur le contenu, si c'est possible. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a été fait dans l'Aube à destination Oui, des éleveurs? Ça pourrait être oui. intéressant. Bonjour à tous, merci Laurence. En fait, donc nous, c'est la directrice du GDS qui avait sollicité Emmanuel il y a quelque temps pour la faire intervenir justement pour un peu démystifier le terme biosécurité auprès des éleveurs. Parce qu'en fait, beaucoup ont eu un peu peur du mot, se demander c'était quoi ce truc qu'on leur demandait. Et on leur avait fait faire, en fait, on leur avait distribué à tous le guide d'auto-évaluation en leur demandant un peu de se positionner, en leur disant, bah, lisez les questions, et essayez de voir, et puis à la fin, on fait le bilan, bah, vous avez combien sur 20 on leur dit, c'est un peu comme à l'école, voir comment ils se positionnaient. Et puis, on avait fait un tour sur l'élevage sur lequel on était en support avec le même diagnostic. Et puis, derrière, Emmanuel avait un peu montré quelques points d'amélioration qu'on pouvait faire sans que ça change complètement le système. Et les éleveurs, vraiment, en plus, on avait été surpris parce qu'on a eu beaucoup d'éleveurs qui se sont déplacés, parce que l'Aube, on n'est pas un gros département, surtout en moutons. Et on avait eu beaucoup d'éleveurs et même des départements voisins qui étaient venus pour voir un peu comment on se positionnait et finalement se rendre compte qu'on n'est pas si mauvais que ça au final, hein. Mais Je sais pas, merci, Emmanuel, si tu te oui, oui, souviens merci bien, Marie, mais parce que je sais que ça a été très apprécié, hein. ça fait vous savez, peut-être 2, 3 ans qu'on l'avait fait. Donc, pour répondre à Pauline, bon, on n'avait pas évoqué que ce journée-là, c'était une journée dédiée à la filière ovine, technique, hein. Petit message pour nos GDS, je vous rappelle qu'on est disponible aussi pour intervenir, il suffit de l'anticiper, d'organiser. Et là, comme le dit Marie, on était allé dans un élevage et on avait dit aux gens, on les avait mis par binôme, vous répondez. Et après, en salle, on avait, alors certains trouvaient que la mesure était très bien, d'autres pas. Et puis là, vous avez une émergence de données. Même nous, on apprend des solutions, vous voyez, des choses très importantes, très simples j'allais dire, à mettre en place, etc. Donc c'était vraiment, j'allais dire, intéressant. Et comme dit Marie, ça avait démystifié la chose, où des fois on disait, bah regarde, on était chez l'éleveur, on lui disait, bah regarde, t'as mis ça là, si tu le déplaces de 3 mètres, tu as déjà solutionné le problème. Et j'ai oublié de le dire à Pauline, et merci Marie de ton rappel, ça c'est une chose que j'avais mis aussi en diaporama. En fait, on a mis en diaporama toute la grille d'audit, point par point. Alors là, ça devient... Enfin, en frontal, faut mieux faire ça dans un élevage, sinon c'est un peu monotone, on va dire, parce que c'est quand même très fourni pour discuter justement de ça. Et ça, c'est aussi une autre façon d'aborder la biosécurité, c'est des journées techniques en élevage. D'accord, oui, ça peut être une approche un peu plus souple que Et vraiment. pratique, c'est ça, Ouais, c'est ça, c'est oui. ça. D'accord, ok. Donc, Bah, et merci. là, chez Marie, dans le GDS 10, il y avait 25 ou 30 éleveurs. Je crois qu'on avait un tiers Ouais, des c'est ça, on éleveurs était une du trentaine. département. Ouais, ouais, Ah, Non, oui, super. très bien. plutôt les 2 tiers, oui. Puis après, on avait, bon, Non, je vais finir, on avait abordé d'autres thématiques, notamment une qui était, enfin, d'importance la pour un gueule. éleveur mouton, la gale ovine et les avortements. Et quand tu abordes ça et que tu parles prévention, que tu remets la biosécurité en redonnant des exemples du matin que tu as vu, c'est sûr que là, ça parle plus qu'une intervention comme je suis en train de faire maintenant, par exemple, quoi. Non, et Ok, puis c'est bah, surtout que super. ça a fait pas mal d'échanges en fait, et les éleveurs entre eux discutent de leurs solutions respectives, et c'est ça aussi qui fait que ça plaît en fait ce genre de journée, hein. Mm, mm. D'accord. Bah, je vous remercie pour les infos. Merci. Une question de Sophie au sujet du curage et de la désinfection des bâtiments. Est-ce qu'il faut le faire entièrement et systématiquement après la mise à l'herbe? Donc, je suppose qu'elle veut dire chaque année, ou est-ce que
ça peut être fait que tout alternativement au bout de quelques années. J'irais même plus loin, en fait, souvent on cure, certains ne curent après chaque lot d'agnelage, hein, parce que le fumier monte, désinfecte pas forcément, mais au moins cure et nettoie. Est-ce qu'il faut le faire? Alors Quels là, sont les avantages? j'ai pas de réponse ferme, mais je sais pas si quelqu'un en a, parce que des fois, c'est des discussions qu'on a pu aussi avoir avec IDEL, l'Institut de l'élevage, en particulier avec, je la salue, René de Crémaux, qui participe à nos commissions, et même Fabien Corbière, qui est enseignant-chercheur à l'école vétérinaire de Toulouse, et ils s'occupent tous les deux de ce qu'on appelle l'unité mixte technique de recherche sur la santé des ruminants, sur l'équilibre, parce qu'il y a des études qui ont été faites, alors plus en bovin, et c'est des questions qu'on a en ovin, et là aussi, on aimerait des fois pouvoir dégager du temps et après des financements pour lancer des recherches. Alors par nous, on y participera bien sûr en tant que GDS, mais pour que l'Institut puisse le faire, pour voir ces équilibres-là, parce que par rapport à la hauteur, il y a une température idéale qui va vous maintenir un bon microbisme plutôt que d'autres. Donc si vous nettoyez trop fréquemment, peut-être que vous déséquilibrez tout ça, etc. À date, je n'ai pas la réponse. On pourra la reposer à René notamment, mais je ne suis pas sûr que j'allais dire qu'on l'ait. Après, d'une façon générale, on peut penser qu'un nettoyage désinfection régulière est quand même une bonne chose, mais ça dépend du système. Ça dépend du système. C'est sûr, quand vous faites de l'engraissement, la question ne se pose pas. Vous roulez les lots, etc. Donc, à chaque fois, ça change. C'est pas pareil de gérer des animaux comme ça, par exemple, que des animaux, un troupeau producteur qui est là, qui est entre lui enfin, entre lui. Voilà. Alors, je parle troupeau, il faudrait raisonner l'eau. Surtout si vous avez des lots et des bâtiments séparés, ça devient des unités épidémiologiques distinctes. Donc, même là, l'éleveur devrait mettre en place des mesures pour gérer différemment un peu ses lots, notamment son nettoyage des infections à lui, hein, ses mains, ses vêtements, ses bottes, etc., son matériel. Mais c'est déjà des choses différentes où quand les animaux sont là depuis longtemps, eh ben, il y a un équilibre qui se fait, on s'interface tout, hein. C'est comme nous, on est fait pour vivre. Moi, mon microbisme, il est adapté, malheureusement, mais à la région parisienne, il y a d'autres endroits où il ne le serait pas et vice-versa, hein. Donc, j'allais dire, c'est un peu cette logique-là. Le but, c'est pas d'être dans l'approche hygiéniste pure. Alors, ça s'entend, je parle de la gestion des litières. On n'a pas le même discours sur la partie infirmerie, sur la partie engraissement, comme je viens de le dire, ou sur la partie salle de traite. Vous voyez, c'est ces raisonnements-là qu'il faut adapter. Et je parle en situation normale, la réponse. Si vous avez une situation qui est anormale dans le sens avec des problèmes sanitaires, bien sûr que la question ne se pose pas. On ne raisonne pas de la même façon. Vous prenez la galovine, la galovine et sa gestion, c'est peut-être l'exemple type parfait, je dis ça, je pèse les mots, parfait, de l'approche globale 360 degrés qu'il vous faut à traiter et à gérer les animaux. Je vous parle une fois qu'on a confirmé. En même temps, le matériel, en même temps, les bâtiments, parce que s'il y a un défaut dans l'un de ces compartiments-là, on met à risque tout le reste. Emmanuel, on avait une question concernant les installations, les créations d'ateliers, où on a quand même souvent un mélange de plusieurs origines de l'eau. Donc là, qu'est-ce qui serait prudent de faire? Parce qu'on a quand même souvent les premières années des problèmes sanitaires, alors, malheureusement, lors des installations. Alors, si on parle d'installation, donc on parle d'installation de nouveaux lots ou on parle d'installation de jeunes éleveurs? Je pense plutôt la deuxième, c'est-à-dire des installations de jeunes éleveurs. La première recommandation qu'on peut faire, on a des GDS qui le font et d'autres qui sont tout à fait prêts à le faire si les éleveurs le demandent et veulent s'engager. Mais la première, c'est d'être formés et d'être accompagnés. Donc nous, on a des GDS qui font ça, qui viennent accompagner sur place les formations jeunes éleveurs, jeunes installés. Il y a même des endroits, c'est très bien, puisque la filière et où le conseil départemental participe à financer le temps, parce que c'est du temps, hein, l'IDS et des associations à but non lucratif sont là pour accompagner les éleveurs, hein, mais il faut financer ce temps-là. Et donc là, il peut y avoir des accords avec des partenaires locaux, qu'ils soient privés ou publics, pour financer tout ou partie de cet accompagnement-là. Et donc là, généralement, la grille d'audit se fait pour sensibiliser la chose. Un point particulier auquel on ne pense pas encore, c'est aussi des discussions qu'on a avec l'IDEL, c'est des choses, le temps de la recherche, c'est du temps long, hein, c'est comme ça. C'est les bâtiments. Si on part sur des nouveaux bâtiments, parce qu'on parle beaucoup aux bâtiments sur la partie zootechnique, sur la partie thermique, sur la partie ventilation, etc.
Mais il faut aussi raisonner bâtiment, ce qui se fait beaucoup encore en volaille, biosécurité. Par exemple, on ne va pas mettre l'infirmerie au milieu de l'endroit où il y a les mises bas. Vous voyez, c'est des petits concepts comme ça où on peut imaginer le fameux circuit de marche en avant. Si le bâtiment il est à faire et qu'on peut le faire, ben, on raisonne la marche en avant du plus propre au plus sale dans la constitution du bâtiment. Et ça vous aide au quotidien, sans y penser, à mettre en place de la biosécurité. Donc, la première chose, c'est la formation. Je le couple avec l'accompagnement, donc de son GDS ou de son vétérinaire, pour prendre conscience de ça. Après, ça va être l'identification des bons lots. Alors, il y en a, ils vont me dire, écoute, t'es gentil. J'ai déjà eu ces retours-là, il y a la vraie vie. Il me fait, écoute, moi, je demande un lot, j'ai pas le choix, il manque des animaux de telle race, etc. Donc, je prends ce qu'on m'apporte. Ça, c'est la vraie vie. J'allais dire, on fait avec. Si on peut, l'idéal, c'est quand même d'aller voir l'élevage qui nous vend le lot, voir le niveau sanitaire qui peut y avoir, savoir l'historique sanitaire, faire des dépistages. Je ne rentre pas dans le détail. Là, il faut voir avec le vétérinaire ou le GDS les cas particuliers. Voilà. Et après, intégrer, si on intègre un lot, c'est facile. Si on intègre plusieurs lots, eh ben, idéalement, après on fait comme on peut, mais idéalement, ça va être de ne pas les mettre en contact tout de suite. Déjà, pourquoi? Quand vous déplacez un lot d'animal, mais c'est comme nous, quand vous prenez les transports, il y a une phase de stress. Et donc, le stress peut impacter vos défenses immunitaires. Donc, vous devenez plus sensible à une infection. Et puis, quand vous mélangez des animaux de lots différents, ça induit aussi du stress. Il faut qu'ils se connaissent, il faut que les hiérarchies se refassent, etc. Du coup, idéalement, ça sera de les séparer pendant un petit peu de temps, et puis après, on les rapproche. Déjà, on va voir s'ils manifestent des maladies, parce que si vous avez le lot 1 qui vient de l'élevage 1 et le lot B qui vient de l'élevage B, bah, peut-être que c'est sûr qu'ils n'ont pas le même microbisme, mais si un a des maladies, et il y a des fois, même en toute bonne foi, l'éleveur qui vous vend ne le sait pas. C'est la période d'incubation. C'est-à-dire que les animaux ont pu s'infecter avant le départ ou pendant le trajet et ils ne sont pas encore malades. Et ben, le fait de les mettre en quarantaine, alors une vraie quarantaine, c'est-à-dire vraiment séparés, et une vraie quarantaine, notamment pour la gale, c'est au moins 40 jours. Donc c'est long, mais ça a ces intérêts-là, ça va vous permettre de voir s'il y a des animaux qui manifestent des maladies avant de les mettre ensemble. Ça, c'est des recommandations. Il y a des endroits, les bâtiments s'y prêtent pas, il n'y a pas la place, etc. Mais après, la quarantaine peut aussi être faite, suivant quand on introduit, en parc, à l'extérieur, par exemple. Merci. Julien, est-ce que vous avez une autre question? Je vois que vous avez toujours la main levée, mais peut-être que vous ne l'avez pas baissée. Ouais. Vous dites si vous avez une autre question. Écoutez, est-ce que, je ne sais pas. Ah, Julien. Ouais. Non, je cafouille avec mon ordinateur. C'est pas grave. Désolé. Il n'y a pas de souci. Donc, parmi les participants, est-ce que vous avez une autre question à poser à Emmanuel ou est-ce que ça vous paraît complet? Vous avez vu, vous avez des documents que vous pourrez consulter. Vous aurez le diaporama avec le replay également, si vous voulez le revoir. S'il n'y a pas de question, je vais en poser une, moi, qui répondra qui veut, mais comment vous l'abordez-vous sur le terrain? Alors déjà, comment vous concevez ça, les personnes qui sont présentes? Alors, il y a beaucoup de GDS, mais je pense qu'il y a aussi quelques éleveurs, peut-être d'autres partenaires, d'autres structures. Comment vous abordez ça, déjà vous, individuellement, c'est-à-dire dans votre approche? Est-ce que vous y pensez? Qu'est-ce que vous faites, etc. Et comment vous arrivez à aborder ça auprès des éleveurs? Et notamment, si vous avez des clés pour la sensibilisation, pour que ça. Le but, c'est pas d'en parler. Vous voyez, des fois, on voit en port, on a un super plan de biosécurité, 14 pages, etc. Il n'est pas appliqué, mais ça sert à rien d'avoir le plan. Le but, c'est de l'appliquer. J'aime beaucoup, on a une vidéo, mini-vidéo. Alors, c'est un éleveur bovin qui dit, mais en fait, la biosécurité, c'est pas une façon de faire, c'est une façon d'être. Et je trouvais ça très joli venant d'un éleveur sur ce raisonnement-là. Et il y a plein de choses, vous allez voir, vous le faites tous au quotidien. C'est juste comment on l'organise. Donc, parmi les éleveurs qui êtes là, est-ce que vous voulez prendre la parole pour juste nous dire c'est très compliqué, ou alors j'ai l'impression que je fais quand même des choses. Et parmi les techniciens vétérinaires des GDS, là, si vous voulez, lancez-vous. N'hésitez pas. Vous n'osez pas. Parmi les éleveurs, là, vous ne voulez pas intervenir pour… Julien, vous avez relevé la main. Oui, ce coup-ci, c'est la bonne. Allez-y, très bien, allez-y. En fait, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que, alors moi, je suis éleveur de moutons, mais je suis éco-pâtureur. Donc, en fin de compte, moi, mon boulot, c'est d'emmener des animaux sur des sites différents et de manière très éloignée ici. Donc, j'ai tout le monde sous la main, souvent l'hiver. Donc, c'est là où, effectivement, je check tout le monde et puis je fais ce qu'il y a à faire.
Par contre, bon, c'est vrai que j'ai toujours la trouille de me retrouver avec une maladie qui arrive sur mes animaux, dans le sens où si jamais il faut intervenir sur les animaux, bah alors là, je fais le tour de la France pour récupérer tout le monde et c'est un boulot énorme, hein, par rapport à un éleveur qui pourrait faire que du pâturage à côté. Donc moi, j'ai mis en place effectivement pas mal de choses. Enfin, du moins, j'essaie de mettre en place au fur et à mesure de mes petits moyens des choses intéressantes. Notamment, par exemple, j'avais acheté des surbottes en disant aux gens, bah, Oui. vous mettez des surbottes, hein, tant pis. Un spray désinfectant qu'on met sur des godasses parce qu'effectivement, le pédiluve, j'avais essayé, mais entre le chien qui, de temps en temps, vient boire dedans, c'est pas terrible. Les gens, effectivement, effectivement, ça devient un nid à cochonnerie, hein, de toute façon, très vite. Donc, j'ai abandonné ça. Mais par contre, j'avais trouvé le spray où on mettait, les gens nettoyaient leurs chaussures et désinfectaient leurs godasses à l'avant et après. Bon, je trouve que le moyen, il est simple, il est efficace et c'est ce qui me sauve un petit peu. Et effectivement, on a mis en place un bungalow externe C'est bien ça. de l'élevage, enfin, pour avoir au moins un bureau et que les gens puissent se changer. Donc voilà, on essaie de mettre des choses, mais c'est pas évident. Donc, limite, moi, je me dis, nous, on soigne notre troupeau et notre cheptel, mais après, c'est plus les gens qui viennent de l'extérieur qu'il faut, entre guillemets, bien informer pour que ça marche bien, quoi. C'est ça, c'est ça. Enfin, c'est des mesures, j'allais dire, très simples, hein. C'est déjà très bien. Se laver les mains aussi. Et j'ai parlé d'intervenants extérieurs. J'ai oublié une catégorie de population qui peut intervenir en élevage, et c'est très bien. C'est les fermes ouvertes. Hmm. Parce que les gens passent de ferme en ferme. Ah oui. Généralement, ils touchent les animaux. C'est très bien. On veut ce contact-là, et pas penser que euh, le lait vient de la brique, hein. C'est pas des blagues, des études ont été faites. Ouais, voilà. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Mais vous ne savez pas d'où ils viennent et ce qu'il y a avant. Et du coup, ça fait partie des risques majeurs. Certaines maladies sont transmissibles à l'homme. Donc là, peut-être éviter les visites pendant les mises bas ou limiter les contacts avec des animaux qui viennent de mettre bas, par exemple. Il ne faut pas oublier que les gens peuvent aussi donner des maladies aux animaux. Donc le but, c'est pas d'interdire, il faut du contact. Et puis les enfants sont contents qu'ils restent. Ben, peut-être on va éviter les agneaux, ou pas les plus fragiles, ou pas les plus jeunes. Et surtout, on fait laver les mains aux gens avant, au moment où ils arrivent et au moment où ils partent. Et déjà ça, c'est pas grand-chose, mais ça permet d'éviter, de limiter les risques, encore une fois, quoi. Laurent, à vous. Ouais, bonjour, moi je suis éleveur dans la Sarthe. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, quand j'ai constitué le cheptel, j'avais fait des prises de sang, toutes les maladies pour être sûr qu'on parte avec le plus de chances possible. Aujourd'hui, là, un peu plus la difficulté, c'est de gérer les pâturages un peu plus tournants par rapport au cycle des maladies, notamment la petite doue, puis les hémoncus. Après, moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai des voisins autour qui ont des moutons comme ça, pas trop déclarés, notamment des moutons camerounais là, qui sautent les clôtures à 1,20 m, 1,30 m. Et bon, là, j'ai pris la décision, je vaccine leurs moutons en même temps et tout ça, mais bon, c'est toujours compliqué d'aller gérer les moutons des voisins en même temps, donc bon. Ah oui. Donc bon, c'est peut-être du détail. Après, bah oui, quand on fait des portes ouvertes et tout ça, on pense pas toujours à tout, peut-être. On essaie de limiter, de désinfecter le bâtiment où on reçoit les gens et tout déjà. Après, à voir. Puis il y a certaines maladies qui sont pas évidentes à détecter, notamment la petite doue, où ça peut être des maladies à importer et puis qui se développent chez nous après. Donc. Oui, Manuel, concernant donc les animaux, ça peut être des béliers qui sautent aussi, hein, les béliers du voisin. Là, alors, ça devient un besoin de gestion en termes de biosécurité parce qu'il peut importer des maladies. Mais la gestion de cette problématique-là n'est pas biosécuritaire au sens de mesures sanitaires. Ça devient du réglementaire. Alors, vous l'avez sûrement fait. C'est pas toujours simple non plus pour les services concernés, mais là, la recommandation, c'est de contacter vos services vétérinaires pour leur signaler ces animaux-là, puisque je vous rappelle qu'en France, il est obligatoire de déclarer, hein, ce qu'on appelle les petits détenteurs, c'est des détenteurs particuliers. Donc, on a le droit d'avoir quelques animaux. Vous avez certaines dérogations suivant l'utilisation que vous en avez, s'ils se reproduisent ou pas, etc. Mais la règle de base, c'est de vous déclarer auprès des services vétérinaires, donc la DDPP, Direction départementale de protection des populations, pour vous dire bonjour.
à tel endroit, je suis un tel, à tel endroit, j'ai des animaux, et vous devez déclarer un vétérinaire sanitaire qui doit suivre cela. La prophylaxie, suivant le volume, n'est pas obligatoire, mais ça, c'est la règle. Et après, la règle de base, quels que soient les animaux, c'est la divagation. Là, il y a clairement de la divagation, et en plus, ça fait prendre un risque sanitaire à vos animaux. Donc là, c'est bien le propriétaire qui est responsable de la non-divagation de ces animaux. Alors, vous allez me dire, une fois que vous avez dit ça, c'est gentil, sur le terrain, ça peut être compliqué. Et l'autre partie responsable de la divagation des animaux dans l'espace public, c'est la mairie. Donc en fait, le maire a l'obligation de faire empêcher la divagation des animaux. Et pour ça, c'est lui qui en a la responsabilité. Il peut appliquer des mesures pour éviter cette divagation. Un coup, j'ai acheté de la gale sans le savoir. Heureusement que je les avais mis à un petit endroit bien à part. Donc, le véto est venu faire les prises de sang. On n'a rien vu au moment qu'il a fait les prises de sang. Au bout de 3 semaines, ça a commencé à se meinter et tout. Heureusement, je les avais laissés. Ils étaient à côté des vaches. Et ça n'a pas transmis aux vaches. Heureusement, Non, pas celle-là de gale. Ouais. Heureusement, je les avais laissés tout seuls et je les ai traités deux traitements. Il y a 2 traitements possibles. J'ai fait les deux à la suite. Bon, celle-là, la gale, c'est la misère aussi à gérer. Donc, on n'est pas à l'abri qu'un animal arrive et puis qu'on récupère une maladie comme ça et puis qu'après, ça nous complique la donne. Oui, vous aviez fait un… Vous les avez bien mis à part, en fait. Hein. Heureusement, je les avais mis à part. Hein. Heureusement. C'est tout l'intérêt de la quarantaine. Alors, la gestion en elle-même est complexe, chronophage, embêtante, etc. Mais là, vous démontrez de façon directe et immédiate l'intérêt et l'investissement que vous avez fait pour ne pas avoir eu ça à gérer pour tout votre troupeau. Oui. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on a passé 1 heure ensemble, comme prévu. On vous remercie tous, hein, Emmanuel, on remercie tous les participants. Et on vous remercie bien évidemment vous aussi. Juste pour terminer, je voulais vous dire que le prochain webinaire Innova traitera de l'alimentation. Il aura lieu le 23 juin et plus particulièrement du calcul des rations. Voilà, écoutez, on vous dit au revoir et à une prochaine fois. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.